Hey, salut tout le monde! Dans la vidéo précédente, on a mis en place l'esquive de notre personnage. Mais avant de commencer le système de dommages, je tiens à remercier Ali Elzoheri. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Je le remercie car il m'autorise à utiliser et à vous montrer son système de dommages pour ce tutoriel. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas anglophobes, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube que je vous ai mis en description et en bas de l'écran. Par contre, je ne vais pas reprendre à 100% son système, même si je m'en suis énormément inspiré. Donc encore merci à Ali, et c'est parti! Et encore une petite chose avant de commencer, j'ai oublié un petit truc. Vous avez peut-être remarqué, mais si vous essayez de dégainer votre arme alors que vous n'en avez pas, Unreal vous affiche des erreurs. Du coup, direction le dossier Projet YT, Core, Game Mode, puis on ouvre PC Projet YT. Au niveau de notre IA Equip Weapon, quand on fait notre Get Main Weapon ici, on ajoute un isValid, comme ceci. Et voilà, il n'y aura plus d'erreur. On peut compiler et quitter notre PC Projet YT. Alors, revenons à nos moutons. On va commencer par ajouter le starter content à notre projet. Il y a plusieurs façons de faire cela. Nous, on fait un clic sur Add, ici. Et tout en haut, Add Feature or Content Pack. Dans cette fenêtre, on va dans l'onglet Content et on sélectionne Starter Content, si vous avez d'autres contenus ici. Puis, on clique sur Add to Project. Cela va nous importer quelques VFX et SFX que nous utiliserons. Ensuite, on va préparer quelques petites choses avant de faire le code. Donc, direction le dossier Projet YT, Core, puis Enum. On fait un clic droit et dans Blueprint, on choisit Énumération. On l'appelle Damage Type et on l'ouvre. On ajoute 5 lignes. La première, vous le savez, on l'appelle None. La deuxième ligne, on l'appelle Melee. La troisième, on l'appelle Projectile. La quatrième, on l'appelle Magic, et la cinquième, on l'appelle Environnement. Et voilà, on peut sauvegarder et quitter notre Enum. Toujours dans notre dossier Enum, on fait un clic droit et dans Blueprint, on sélectionne Énumération. On l'appelle Damage Response. Et on l'ouvre. On ajoute 5 lignes. La première, même plus besoin de vous le dire, si, on l'appelle None. La deuxième, on l'appelle Hit Reaction. La troisième, on l'appelle Stagger. La quatrième, on l'appelle Stun. Et la cinquième, on l'appelle Knockback. On peut sauvegarder et quitter notre Enum. Ok, c'est bon pour les Enum. Maintenant, direction le dossier Core. On fait un clic droit, puis New Folder. On l'appelle Structure. Dans ce nouveau dossier, on fait un clic droit et dans Blueprint tout en bas, on sélectionne Structure. On l'appelle S-Damage Info. Le S, vous l'aurez deviné, c'est pour structure. À la place du S, vous pouvez voir de temps en temps F, car en C++, l'affixe des structures, c'est F. Donc, on ouvre notre structure. Une structure, vous pouvez voir ça comme un conteneur avec plusieurs variables dedans. Donc, pour la première variable, on l'appelle base damage, et on change le type en float. Ensuite, on clique sur Add variable, ici. Et on renomme la seconde variable en damage multiplier. Pour le type, pas besoin de changer, il est déjà en float. On clique à nouveau sur Add variable et on l'appelle Damage Type. Ce coup-ci, on change le type en Damage Type. À nouveau, on clique sur Add variable et on la renomme en Damage Response. Et vous l'aurez deviné, on change le type en Damage Response. Ensuite, à nouveau, on clique sur Add variable. On l'appelle Should Damage Invincible. Et on met de type Boolean. Et pour finir, on clique sur Add Variable 3 fois. Oui, car elles seront toutes de type booléen. Donc la première, on l'appelle Can Be Blocked. Donc en booléen, c'est parfait. La seconde, on l'appelle Can Be Parried, toujours en booléen. Et la dernière, on l'appelle Should Force Interrupt. Et bien sûr, en booléen. Ensuite, on va dans Default Value, ici. Et dans Damage Multiplier, on met 1. Ça nous permettra de ne pas avoir à mettre 1 à chaque fois dans notre futur tableau. On peut sauvegarder et quitter notre structure. Maintenant, direction le dossier Core, puis Interface. On fait un clic droit et dans Blueprint, on sélectionne Blueprint Interface. On l'appelle BPI Damageable.
puis on l'ouvre. Alors, la première fonction, on l'appelle getCurrentHealth. On ajoute un output qu'on appelle health et qu'on met de type float. On crée une nouvelle fonction qu'on appelle getMaxHealth. On ajoute aussi un output qu'on appelle maxHealth et de type float. On crée une dernière fonction qu'on appelle takeDamage. Et ce coup-ci, on ajoute deux inputs. Le premier qu'on appelle damageInfo et qu'on met de type sDamageInfo. Et le second, on l'appelle damageCauser et on met de type actor. Ensuite, on ajoute un output qu'on appelle wasDamage et on met de type booléen. On peut compiler et quitter notre interface. Maintenant, direction le dossier core, puis actor component et on fait un clic droit, puis blueprint class. On sélectionne actor component et on l'appelle AC damage system, puis on l'ouvre. Direction class setting, vous avez l'habitude maintenant. Et dans blueprint display name, on écrit damage system. Dans blueprint description, on écrit gère le système de dommages. On ne précise pas que c'est pour le personnage, car ce système peut fonctionner avec tout. Et dans blueprint catégorie, on écrit projet YT. On va ajouter quelques variables, puis on va attaquer le code. Donc on ajoute une variable qu'on appelle health et de type float. On ajoute une autre variable qu'on appelle maxHealth et de type float également. Alors plus tard, nous aurons un système de statistiques, donc nous remplacerons ces variables. Mais comme c'est une partie un tout petit peu plus complexe, on commence par là. Ensuite, nouvelle variable. On l'appelle isInvincible, qu'on met de type boolean. Nouvelle variable, on l'appelle isDead, et de type boolean. Encore une nouvelle variable, qu'on appelle isInterruptible, et toujours de type boolean. Et enfin, dernière variable, on l'appelle isBlocking, et encore une fois de type booléen. On compile, car on va mettre certaines valeurs par défaut. Donc, on sélectionne health, et en valeur par défaut, on met 100. Même chose pour maxHealth, en valeur par défaut, on met 100. Puis, on sélectionne isInterruptible, et on coche, puisque par défaut, on peut être interrompu. Maintenant, on fait une macro. On clique ici. On l'appelle canBeDamaged. Une macro, c'est un peu comme une fonction, mais on peut avoir plusieurs sorties, comme on va le voir. Et on peut aussi avoir des délais. Bon, dans les inputs, ici, on en ajoute un qu'on appelle execute. Cela permet à Unreal de masquer le nom du pin d'exécution. Et on choisit de type exec. Ensuite, on ajoute un input qu'on appelle shouldDamageInvincible. Et on met de type boolean. Encore un input, et on l'appelle canBeBlocked, de type boolean aussi. Puis, on ajoute un output ce coup-ci, qu'on appelle blockDamage. Et on met de type exec. On ajoute encore un output qu'on appelle doDamage, et de type exec aussi. Et enfin, un dernier output qu'on appelle noDamage, toujours de type exec. Pour simplifier la chose, on va aller de la fin vers le début de la macro. Donc notre première sortie correspond à des dégâts pris, mais qui sont bloqués. On prend notre variable isBlocking et on fait un get. Donc, est-ce qu'on bloque? Ici, pas de variable locale dans une macro. Donc on prend canBeBlocked, peut être bloqué, et on appelle endBoolean. Et on relie isBlocking dedans. Donc nous avons la condition, est-ce qu'on bloque? Et est-ce que c'est possible de bloquer cette attaque? On appuie donc sur B et on clique pour avoir un branch. On relie le end à notre branch et la sortie true à blockDamage. Et si on ne bloque pas ou que l'attaque ne peut pas être bloquée, alors on prend les dégâts. On relie donc false à doDamage. Maintenant, pour noDamage, on prend notre variable isDead et on fait un get. Même punition avec isInvincible, on fait un get, car vous l'aurez deviné. Mais si on est mort, alors on ne prend plus de dégâts, et même chose si nous sommes invincibles. Autre point à prendre en compte, est-ce que l'attaque peut faire des dégâts à un invincible? Alors du coup, on appuie sur B et on clique pour avoir un branch. De true, on branche à l'autre branch, et de false, on le branche à noDamage. Alors du coup, si on branche comme ceci, ce ne sera pas bon, car nous ne voulons pas prendre de dégâts si nous sommes morts ou invincibles. Donc, de isDead,
on appelle not boolean. Même chose pour is invincible, on appelle not boolean. Ensuite, du not invincible, on appelle or boolean. Et on branche should damage invincible dedans. Et du coup, cela nous donne, si nous ne sommes pas invincibles ou que l'attaque peut endommager un invincible, alors à la suite, on appelle un end boolean. Et on relie is dead, not au end, et le end au branch. Plus qu'à arranger un peu. Et voilà, ensuite on va créer une nouvelle fonction qu'on appelle takeDamage. Dans cette fonction, on ajoute un input. On l'appelle damageInfo. Et on choisit le type sDamageInfo, la structure que nous avons créée plus tôt. Ensuite, on ajoute un autre input qu'on appelle damageCauser. Et pour le type, on choisit Actor. Et enfin, on ajoute un output ce coup-ci qu'on appelle wasDamaged. Et vous l'aurez deviné, de type booléen. Notre fonction a donc les mêmes paramètres d'entrée et de sortie que l'interface que nous avons fait. Alors, on prend notre macro canBeDamaged et du pin damageInfo, on appelle break, ce qui va nous ouvrir la structure sDamageInfo. On peut cliquer sur la petite flèche car nous aurons besoin de presque toutes les variables que nous avons mis dans notre structure. On branche ensuite shouldDamageInvincible de notre structure à notre macro. Même chose pour canBeBlocked. On relie comme ceci. On peut aussi relier notre fonction à notre macro. Donc première sortie, quand on bloque des dommages, que se passe-t-il? Alors, on crée un event dispatcher en cliquant sur le petit plus ici. On l'appelle onBlocked et dans les détails à droite, on ajoute un input en cliquant sur le petit plus ici. On l'appelle canBeBlocked et on laisse en booléen car c'est ce que nous voulons. Et dans catégorie, on écrit events. Ensuite, on prend notre event dispatcher et on fait un call onBlocked. On le relie à la sortie blockDamage de notre macro canBeDamage. Et de notre structure, on relie canBeBlocked à notre event dispatcher comme ceci. Puis on branche notre return node et on coche wasDamage. Car on va faire en sorte qu'un blocage réduise les dégâts subis, donc nous prendrons qu'une partie des dégâts. Ensuite, on prend notre variable health et on fait un set qu'on relie à doDamage. Alors, on ne va pas mettre notre santé à 0. Donc, on prend à nouveau notre variable health et ce coup-ci, on fait un get. De ce getHealth, on appelle moins. Et on relie baseDamage de notre structure dans le moins. Donc, notre santé, moins les dégâts de base, égale notre nouvelle santé. On relie donc le moins à notre setHealth. Ensuite, il nous faut savoir si notre personnage est mort suite à ce coup ou toujours en vie. Donc, du pin de sortie de setHealth, on appelle inférieur ou égal à. Et on laisse ça 0. Puis, on appuie sur B et on clique pour appeler un branch. Donc, si notre santé est inférieure à 0, alors on prend notre variable isDead et on fait un set. On coche isDead car oui, nous sommes morts. Puis, on crée un nouvel event dispatcher qu'on appelle onDeath et on le met juste dans la catégorie event. On prend donc notre event dispatcher onDeath et on appelle call onDeath. Puis on appelle return node. Bien sûr, ici on coche wasDamage. Revenons à notre branch. Donc, si on prend un coup sans mourir, le false, on appuie sur B et on appelle un autre branch, qu'on relie au false. Ici, la condition est simple. On prend notre variable isInterruptible et on fait un get. Depuis notre get, on appelle un or boolean qu'on relie à la condition. Et donc, dans notre structure, on relie shouldFirstInterrupt à notre or. Donc, si c'est possible d'être interrompu, alors on crée un nouvel event dispatcher qu'on appelle onDamageResponse. On ajoute un input en cliquant sur le plus et on l'appelle damageResponse. Et en type, on écrit damageResponse. On le met dans la catégorie Events, puis on prend l'event dispatcher et on sélectionne Call.
on relie damage response de notre structure à notre event dispatcher comme ceci. Puis on relie le call onDamageResponse au return node. Et voilà, nous reviendrons l'améliorer plus tard quand nous aurons de vraies stats. Donc on compile et on peut quitter notre acteur component. Direction le dossier caractère. Et on ouvre BP Player Character. On clique sur Class Settings ici. Et à droite dans Implemented Interface, on clique sur Add. Et on écrit BPI. On sélectionne BPI Damageable. Ensuite, dans les components à gauche, on clique sur Add ici. On écrit Damage et on sélectionne Damage System. Puis dans Interface, ici, on déplie et on double-clique sur Get Current Health. On prend donc notre AC Damage System et on appelle Get Health. Puis on le branche dans le Return Node Health. Maintenant, on double-clique sur Get Max Health. Pareil, on prend notre AC Damage System, on appelle Get Max Health et on le branche dans le Return Node. Et enfin, on double-clique sur Take Damage. Ici, on prend notre AC Damage System et on appelle notre fonction Take Damage. Et on n'a plus qu'à relier tout comme ceci. Le Damage Info dans le Damage Info, le Damage Causer dans le Damage Causer, puis le Was Damage dans le Return Node Was Damage. Maintenant que nos interfaces sont en place, on clique sur AC Damage System. Dans les détails à droite, on clique sur le plus en face de onDeath. De notre event, on appelle un print string et dans inString, on écrit dead. On sélectionne à nouveau AC Damage System et on clique sur le plus en face de onBlocked. Même chose, on appelle un print string et on écrit blocked. Et enfin, à nouveau, AC Damage System et ce coup-ci, pour onDamageResponse, on clique sur le plus. On appelle un print string et cette fois-ci, on branche DamageResponse dans le inString. On va voir ces events dans une minute. En dessous, on fait un clic droit, puis on écrit Debug Key. On sélectionne n'importe lequel, ça n'a pas d'importance. On le sélectionne et dans les détails à droite, on clique ici. Normalement, c'est un petit clavier. Puis on fait un clic gauche. Et voilà, notre debug s'est transformé en Debug Key Left Mouse Button. C'est parfois plus rapide de faire comme ceci que de chercher dans la liste de la touche que l'on veut. Alors, on va simuler une attaque. Pour l'instant, on fait comme ceci et plus tard, nous ferons en sorte que les attaques correspondent à notre arme et à notre animation. De press, on appelle Sphere Trace for Object. On a déjà vu ça pour l'interaction avec les objets. Ce coup-ci, on va l'utiliser pour infliger des dégâts. Comme nous sommes déjà dans le caractère, il n'y a pas besoin d'appeler getControlPwn ici. On appelle donc directement getActorLocation. Et on le branche dans Start. Et pour le end, on va vouloir attaquer ce qui se trouve devant nous. Donc clic droit, puis getActorForwardVector. De la return value, on fait un multiply et on change le deuxième pin en faisant un clic droit dessus, puis on choisit float. En valeur, on met 100, ce qui correspond à 1 mètre devant le personnage. Maintenant, depuis getActorLocation, on tire le pin et on fait un plus. On branche notre multiply ici sur le plus, puis du plus, on branche dans le end. Nous aurons donc une capsule de 1 mètre devant le personnage. Dans Radius, on met 20, ce qui donnera une capsule avec un rayon de 20 cm. Depuis Object Type, on tire et on appelle un MakeArray. Et dans l'index 0, on sélectionne Pawn. Pour Trace complexe, on laisse par défaut. Actor to Ignore. On veut que notre personnage s'ignore lui-même pour éviter de s'auto-infliger des dégâts. Comme nous sommes déjà dans notre personnage, alors on peut ignorer ceci et cocher Ignore Self ici. Et c'est déjà fait, ce qui est parfait. Dans Draw Debug Type, on choisit For Duration, histoire qu'on voit notre capsule. Alors, à la sortie, on appuie sur B pour appeler un branch et on relie le return value dans la condition. Ce qui veut dire, si notre capsule touche quelque chose, et cette chose, on va aller la chercher dans le out hit. On fait donc un break hit result. On clique sur la petite flèche pour déplier et de hit actor, on appelle take damage avec le petit message entre parenthèses. C'est important qu'il y ait écrit message ici. Et on relie dans true. Pour le damage info, on tire le pin et on fait un make.
on clique sur la petite flèche pour voir toutes nos variables. Pour l'instant, on code en dur. Mais comme vous l'aurez compris, avec le debug key, on fait du temporaire là. Donc dans base damage, on met 10 pour infliger 10 de dégâts. Dans damage multiplier, on laisse à 1. Et de toute façon, on ne prend pas encore en compte ceci. Nous verrons cela plus tard avec un vrai calcul de dégâts. Dans damage type, on met mêlée, mais on ne prend pas non plus en compte les différents types de dégâts. Alors pour l'instant, vous n'êtes pas obligé de le renseigner. Dans damage response, on met hit reaction, même si encore une fois, on n'a pas encore fait les hit reactions. Et pour le reste, on laisse comme ça. Enfin, de damage causer, on tire le pin et on appelle self, car c'est ce personnage qui inflige des dégâts. Ensuite, on appuie sur B et on clique pour appeler un branch, qu'on met à la suite comme ceci. On branche was damage dans condition, puis du trou, on appelle spawn emitter at location. Cela permet de jouer un VFX à une position donnée. Donc dans emitter template, on sélectionne P explosion. Et du break hit result ici, on tire location, qu'on branche dans le spawn emitter. Et enfin, on appelle play sound at location. Dans sound, on écrit explosion et on sélectionne explosion Q. Pour la location, même chose que l'émetteur, on tire le pin location du break hit result qu'on branche dedans et on range un peu tout ça. Et voilà, on compile et on peut quitter notre BP Player Character. On reste dans notre dossier Character et on fait un clic droit sur BP Player Character. Et on choisit Duplicate. On appelle ce blueprint BP Enemy. Puis on l'ouvre. Alors, on va supprimer des choses que notre ennemi n'aura pas besoin. On commence donc par supprimer juste Debug Key Left Mouse Button. On garde le code qui nous servira un peu après. Ensuite, dans les components, on supprime Camera Boom et Follow Camera. Et voilà, maintenant direction notre event onDeath. On peut supprimer le print string. Dans les components, on prend notre mesh et on fait un get. Depuis notre mesh, on appelle setSimulatePhysics et on coche Simulate. Toujours depuis mesh, on appelle setCollisionEnabled. On relie tout ceci comme ça. Et on peut compiler. Laissons de côté notre BP ennemi, on y revient dans un instant. On place notre BP ennemi dans le monde. Vous pouvez essayer si vous voulez. Normalement, vous devriez pouvoir le tuer. On ouvre à nouveau BP Player Character et on va faire la même chose pour que notre personnage puisse mourir aussi. Donc, on supprime le print string dead et on prend notre mesh. Depuis le mesh, on appelle setSimulatePhysics et on coche Simulate. Ensuite, toujours depuis le mesh, on appelle setCollisionEnabled. Une dernière chose, car nous sommes sur le joueur, on fait un clic droit puis Get Player Controller. Depuis notre Player Controller, on appelle Disable Input. Puis, on le branche. On peut compiler et quitter notre BP Player Character. On retourne dans BP Enemy et on va faire un petit code pour que notre ennemi attaque. Attaque, hein. Je n'ai pas dit nous poursuit et nous attaque. Juste attaque afin de pouvoir faire des tests pour l'instant. L'IA viendra plus tard. Alors, en soi, nous avons déjà une attaque. Donc, on va juste faire un clic droit, puis faire un custom event. On l'appelle attaque, et avant de le brancher dans notre sphere trace, on va juste faire un branch. Donc, on appuie sur B et on clique. On branche le branch à attaque, et le trou à notre sphere trace. Pour la condition, vous allez voir, c'est tout bête. On prend notre AC damage system, et depuis notre damage system, on appelle getIsDead. Puis de isDead, on appelle un notBoolean qu'on relie à la condition. Et voilà, l'ennemi peut attaquer que s'il n'est pas mort. Ensuite, pour le faire attaquer, on va au Begin Play et on fait un clic droit et on écrit setTimerByEvent, celui-là. Ce node sert à appeler une fonction ou un custom event après un certain temps. Donc, depuis event, soit on le relie à notre custom event attaque, soit on tire et on écrit
Create Event. Et on sélectionne notre Event Attack. Dans Time, on met 2, pour qu'après 2 secondes, cela appelle l'Event Attack. Puis on coche Looping. Comme ça, toutes les 2 secondes, notre Event Attack est appelé. Dernier petit truc, dans notre Sphere Trace, on déplie le node, puis on change le Trace Color en jaune. Comme ceci. Et le Trace Hit Color en bleu. Comme ça. Cela permet de différencier l'attaque du joueur et de l'ennemi. On peut compiler et laisser de côté notre BP ennemi. Encore une fois, on revient dessus dans un instant. Direction le dossier Projet YT, Core, puis User Inter. Ok, j'ai fait une petite faute, donc je renomme User Interface. Puis dans User Interface, on fait un clic droit et dans User Interface, on choisit Widget Blueprint. Et dans la fenêtre qui s'ouvre, on sélectionne User Widget. On l'appelle WBP Health Bar. Puis on l'ouvre. En haut, on clique sur Fill Screen et on choisit Custom. En valeur, on met 200, puis 20. Alors dans Palette, dans la catégorie Panel, on cherche Canvas Panel et on le glisse au milieu. Toujours dans Panel, on cherche Overlay et on le glisse ce coup-ci dans notre Canvas Panel. On sélectionne notre overlay et dans les détails, on met l'encore plein, celui-là en bas à droite. Puis on met toutes les valeurs ici à 0. Donc offset left, top, right et bottom. Pour notre barre de vie, bon ça ne va pas être super fou, mais on va faire en sorte que vous ayez le choix. Bon, pour une barre de vie, il nous faut une progress bar. Dans la catégorie Common, on cherche progress bar et on la glisse dans l'overlay. On sélectionne notre progress bar et dans les détails à droite, on va changer quelques trucs. Déjà, le nom. Essayez de garder toujours la même nomenclature pour vous y retrouver dans tous vos projets. Donc, on l'appelle PB Health et on vérifie que isVariable est bien coché. Pour le padding, on ne touche pas. Et pour l'alignment, on met horizontal et vertical en fil, comme ceci. Puis, dans Style, on déplie la sous-catégorie Style. Dans Background d'image, l'image et l'image size, on ne touche pas. On n'en a pas. Par contre, Tint, on va changer. On clique dessus pour changer la couleur et on met un gris assez foncé, mais pas trop non plus. Donc dans V, ici, on met 0,05. Et voilà, un beau gris. Dans Draw As, on choisit Rounded Box. C'est un peu plus joli avec des bords arrondis, je trouve. On déplie Outline Settings et dans Outline, on clique sur la barre de couleur et on met l'alpha à 1 pour mettre en noir. Puis dans Width, on met 1. Ensuite, on déplie Fill Image et dans Draw As, on met Rounded Box. On déplie Outline Settings et dans Outline, même chose, on met en noir, donc l'alpha à 1. Et Width à 1 aussi. Ensuite, un tout petit peu plus bas, juste pour l'aperçu, vous pouvez voir Percent et le bouger un peu. On va revenir dessus dans un instant pour que cela se cale sur notre valeur de santé. Enfin, un peu plus bas encore, dans Fill Color and Opacity, on change la couleur pour avoir une couleur qui représente la santé. Donc moi, je mets en vert comme ceci. Voilà pour notre progress bar pour l'instant. Ensuite, dans la palette, on cherche texte, ici, et on le glisse dans l'overlay. Et on fait ça une deuxième fois. On sélectionne notre premier texte ici, et dans les détails à droite, on commence par renommer en T-Health sur Max Health. Et on coche isVariable. Dans Horizontal Alignment, on clique sur Center. Même chose pour Vertical Alignment, on met en Center. Ensuite, dans Texte, on écrit 100 sur 100. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour avoir un aperçu. Puis dans Apparence, on déplie Font. Dans Typeface, on sélectionne Light. Et dans Size, juste en dessous, on met 12. Et dans Outline Size, on met 1. Voilà pour le premier texte. Passons au deuxième. On sélectionne donc le deuxième texte ici. On renomme en T-Health%, sans oublier de cocher isVariable. Dans Horizontal Alignment, on clique sur Center. Même chose pour Vertical Alignment. Ensuite, dans Texte, on écrit 100%. Encore une fois, c'est juste pour avoir un aperçu. Dans Typeface, on met Light. Et dans Size, on met 12. Et dans Outline Size, on met 1. Voilà, la partie Designer est terminée. Si vous zoomez, regardez, vous devriez avoir ceci. Bon, on a les textes qui se superposent,
mais on va corriger ceci, ne vous inquiétez pas. Direction le graphe. On peut supprimer event preconstruct et event tick. Commençons par régler le problème du texte qui se superpose. On crée une nouvelle variable, vous savez comment faire maintenant. On l'appelle health% et on la laisse de type boolean. Dans les détails en dessous, on coche instance editable et expose onSpawn. Cela nous permettra de configurer directement à la création du widget. Vous verrez, ce n'est pas compliqué. Ensuite, on fait un get de notre variable thealth%. De ce get, on appelle setVisibility, celui-là. De inVisibility, on tire un select. Puis, on prend notre variable health% et on la place dans l'index. Dans notre select, dans false, on met hidden. Et dans true, on met visible. On prend notre variable thealth_maxHealth et on va faire presque la même chose. Donc, on appelle setVisibility, le même donc celui-là. Ensuite, de inVisibility, on appelle un select. Et on branche notre health% dans l'index. Dans false, on met visible et dans true, on met hidden. Et on range un peu. Ensuite, on crée une nouvelle variable qu'on appelle damageableActor. Et en type, on écrit BPI et on sélectionne notre BPI damageable. Comme pour health%, dans les détails, on coche instance editable et expose onSpawn. On retourne dans Designer, on sélectionne notre BP Health et dans Percent ici, on clique sur Bind, puis Create Binding. Nous sommes de retour dans le graphe et ça nous a créé une fonction. Ici, on fait un get de notre variable damageableActor. De notre get, on appelle getMaxHealth. Puis on appelle getCurrentHealth. Alors, pour avoir notre pourcentage de santé, ce n'est pas compliqué. Il suffit de diviser currentHealth par maxHealth. Donc depuis health, on appelle diviser et dans le second pin, on relie maxHealth. Le résultat dans le return node. Et on range un peu tout ça. On retourne dans Designer et on sélectionne T-Health sur maxHealth. Dans Text, on clique sur Bind puis Create Binding. Alors ici, on veut afficher notre santé puis notre santé max. Donc on prend notre variable damageableActor puis on fait un getCurrentHealth et aussi un getMaxHealth. Ensuite, de la return value du return node, on appelle format text. Dans format, on écrit, on ouvre une accolade, health, et on ferme l'accolade. Puis espace, slash, espace, et on ouvre à nouveau une accolade, maxHealth, et on ferme l'accolade. Cela nous a créé deux pins d'entrée, health et maxHealth. Donc de getCurrentHealth, depuis health, on appelle toText, ce qui convertit notre valeur float en texte. Et on branche la return value dans health. Et on fait la même chose avec getMaxHealth. Depuis maxHealth, on appelle toText et on branche la return value dans maxHealth. On n'oublie pas de ranger tout ça. Et voilà notre health sur maxHealth. On retourne dans Designer et on sélectionne thealth%. Et dans Text, on clique sur Bind, puis Create Binding. Ici, c'est très similaire à notre progress bar. On prend donc notre variable damageableActor, puis on appelle getMaxHealth et aussi getCurrentHealth. De notre getCurrentHealth, on appelle diviser et on relie au deuxième pin à maxHealth. Ici, le résultat nous donne une valeur entre 0 et 1. C'est bien pour notre progress bar, mais pas pour l'affichage du texte. On fait donc un multiply et on écrit 100. Du résultat, on relie dans la return value du return node et Henry l'appelle automatiquement toText. On range tout ça. Et voilà, on peut compiler et quitter notre widget. On retourne dans BP Enemy. Dans les components, on sélectionne notre mèche, puis on clique sur Add.
on écrit widget et on choisit celui-là. Dans le détail, à droite, dans location, on met le Z à 200 pour que notre widget soit au-dessus de la tête de notre ennemi. Et dans rotation, dans la valeur Z, on met 90 pour tourner le widget de façon à ce que le joueur le voit dans le bon sens. Ensuite, dans la catégorie User Interface, dans Space, on met Screen. Puis, dans Widget Class, on sélectionne WBP Health Bar. Et dans Draw Size, on met 200 et 20. Maintenant, dans l'Event Graph, après notre Set Timer by Event, on appelle Create Widget. Dans Class, on sélectionne notre WBP Health Bar. Et regardez, nous avons Damageable Actor et Health Percent qui sont apparus. Souvenez-vous, on les a mis en Expose on Spawn. Alors pour Damageable Actor, on appelle Self, car on veut récupérer les informations de ce personnage. Pour Health Percent, c'est comme vous préférez. Nous avons fait les deux, donc si vous préférez afficher les points de vie en entier, vous laissez décocher. Ensuite, on prend notre widget dans Component, et depuis notre widget, on appelle SetWidget. Et on branche la return value dans widget. On range un peu ça. Et voilà, on peut compiler et quitter notre BP ennemi. On clique sur Play. Si on fait un clic gauche, notre personnage va faire des dégâts à tout ce qui se trouve dans la sphère devant lui s'il est de type Pawn et qu'il a notre interface Damageable. Donc on s'approche de notre ennemi. Attention, lui aussi attaque toutes les 2 secondes. On voit d'ailleurs sa sphère devant lui. Donc on attaque notre ennemi. Et voilà. Sa barre de santé diminue comme il faut. Et si on arrive à 0, il meurt. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer à la réaction au coup et aussi améliorer la mort de notre personnage. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et lâchez un like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et surtout, amusez-vous en programmant.